Qu'est-ce qu'on fait avec les tomates vertes une fois l'été est fini? Est-ce qu'on les laisse pourrir dans le jardin ou on les mange? Il y en a qui disent on peut quand même les laisser dans le jardin, couverts d'une certaine manière, pour les faire rougir. Il y en a aussi qui les font rougir dans la maison. Les tomates vertes ont besoin pour rougir de la chaleur puis de l'air sec. Bon, on peut faire ça. Mais on peut aussi faire des recettes. Il y en a qui font du ketchup, il y en a qui font de la confiture, il y en a qui font des gâteaux, il y a plein de choses qu'on peut faire avec nos tomates vertes à la fin de l'été. Ici, dans cette vidéo, je vais vous présenter une recette que j'aime beaucoup, une recette roumaine, ancestrale, hein, de tomates fermentées, tout naturellement, sans vinaigre, c'est juste de la fermentation lactique. Et on va voir cette recette qui se pratique en Roumanie depuis que la tomate est arrivée, puis avant même ça, parce que c'est à peu près la même recette qu'on utilise pour le chou et pour la fermentation de légumes. Donc vous allez prendre ces ingrédients-là et vous pouvez faire du chou fermenté, vous pouvez faire aussi toutes sortes de légumes, des cornichons, vous pouvez faire un mélange du chou, je l'ai dit déjà, des cornichons, du chou-fleur, des carottes, tout ça mélangé ensemble. Bon. Là, pour cette recette en particulier, je vous ai séparé les ingrédients en quelques catégories. Donc, le principal, c'est les tomates vertes. Ici, on a choisi, on peut, des petites tomates, des bouchées, hein, qu'on sorte, du bocal l'hiver, puis on le mange avec un accompagnement d'une viande, mais ça se présente assez bien. Donc, les tomates de cette grandeur-là peuvent être plus petits, peuvent être plus grands, peuvent être mélangés. L'ingrédient principal, les tomates. Un petit cours de roumain, on appelle ces tomates fermentées en roumain gogonele. Okay, gogonele, ou certains les appellent plătăgele. Bon. Donc, ça, c'est juste pour élargir un peu la culture générale. Donc, les tomates, c'est l'ingrédient principal. Et ensuite, là, ici, je les ai mis en deux catégories. Il y a une catégorie d'ingrédients ici, puis je mettrai le sel avec, qui sont des ingrédients pour contrôler la fermentation. La fermentation, c'est fait par des micro-organismes, et donc, il y a toutes sortes de micro-organismes à l'intérieur du pot au moment où on met tout ça dedans. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire une sélection de micro-organismes. On veut, par exemple, les micro-organismes qui sont anoxiques, donc qui fonctionnent sans oxygène, qui font la pourriture, fait que les aliments qu'on fait fermenter, ils commencent à sentir mauvais et ils ne sont pas très durs. Ben, ceux-là, il faut les désavantager. Et il faut donc avantager les micro-organismes qui font de la fermentation lactique. Ces micro-organismes se trouvent naturellement sur la surface des tomates, il ne faut rien ajouter, mais il faut les aider à se développer, à faire la compétition aux autres types de bactéries et de micro-organismes qui peuvent se retrouver là-dedans, ou des ferments, ou des moisissures, et tous ces micro-organismes-là, ils vont se retrouver dans cette soupe-là. Et donc ces ingrédients-là, ce sont des ingrédients qui sont nécessaires à favoriser ce type de micro-organisme-là qui fait la fermentation lactique. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le réfort, d'abord. Hein, j'ai une racine de réfort ici. On le trouve surtout au marché pendant l'automne, quand les gens font de la fermentation, mais il y a des magasins super spécialisés, on peut le trouver aussi à l'année. Et donc on coupe ça en petits morceaux comme ça. Et le réfort contient une substance, étant donné que c'est une racine qui est dans la terre, qui pousse dans la terre, contient une substance qui l'empêche de pourrir pendant qu'elle reste là pendant tout l'hiver. Et donc, naturellement, elle résiste à ces bactéries anoxiques qui font de la pourriture. Alors, on le met comme ingrédient dans le pot pour tuer ce genre de bactéries-là et favoriser les autres. Puis, ce qu'on a ici, c'est de la farine de blé, la farine de maïs. Ce qu'on a ici, c'est donc de la farine de maïs. Et cette farine de maïs-là, bon, on la met traditionnellement. On met un maïs entier quand on fait du chou fermenté selon cette même recette. Toujours en Roumanie, parce que c'est de là qu'on va aller puiser ces bonnes recettes de fermentation. Donc, on met un maïs entier.
dans le baril de fermentation du chou. Bon, puis on met des gros choux. Mais là, dans cette recette-là, je l'ai adapté un peu. Je me suis dit, le maïs, il devrait avoir quand même une fonction. Et c'est mon hypothèse. Hein. Vous pouvez aller chercher un peu sur Internet pour voir. Mais je pense que c'est un peu les fécules, le féculent, l'amidon de ce maïs-là va donner dans ces micro-organismes un peu de la nourriture. OK, ça fait une bonne fermentation. Bon. Et le sel. Le sel est un discriminant très important. Pour ces micro-organismes-là, on met 2 cuillères de sel par litre d'eau. Et 2 cuillères à soupe de sel par litre d'eau. Et donc, cette concentration est optimale. Hein? Si on va un peu moins de sel, ben, on va favoriser un peu plus d'autres bactéries. Et si on en met plus, ben, on va tout tuer finalement. Et la fermentation ne va pas se passer. Bon. Alors, on met ça du côté. Et on voit les ingrédients suivants, qui sont les ingrédients qui donnent du goût, en fait. Hein. Et donc, là, vous pouvez jouer un peu, vous pouvez en éliminer si vous voulez. Ça, ce sont des ingrédients qui sont essentiels avec le sel, mais ça, ce sont des ingrédients qui donnent le goût. Alors, l'aneth, hein, ce qu'on met aussi dans les cornichons. On a aussi un piment fort, j'aime ça, avoir un petit piquant. Il y a du poivre noir, hein, qu'on peut mettre là-dedans. Des petites graines de moutarde. Donc, c'est bon. Si vous voulez, vous pouvez vous en passer. De l'ail, c'est très très bon là-dedans. Ça donne un très bon goût à la fermentation. Des petits oignons, hein, qu'on va jeter dedans, qui vont fermenter aussi. C'est très bon à manger aussi. Et voilà, ça, ce sont les ingrédients. Là, on va parler un peu du pot. Là, j'ai choisi un pot Bon, vous pouvez choisir des petits pots, des gros pots comme vous voulez. La fermentation va se passer de toute façon. Moi, ce que j'aime dans ces pots-là, c'est qu'il y a une grande ouverture, donc on peut mettre des grosses affaires dedans quand vous faites de la fermentation du chou ou des légumes, par exemple. Et ce pot-là, il n'a pas été conçu pour la fermentation, il a été conçu pour les punchs, pour les boissons. Et ce que j'aime, c'est ce robinet ici. Parce que quand on fait la fermentation, je reviens à l'idée initiale des bactéries anoxiques ou celles qui fonctionnent à l'oxygène. Les bactéries qui font la pourriture n'ont pas besoin d'oxygène, se développent très bien dans des milieux qui sont pauvres en oxygène. Ceux qui font la fermentation lactique ont besoin de l'oxygène. Alors une autre façon de discriminer entre les deux ou d'aider l'une par rapport à l'autre, c'est de jouer avec la quantité d'oxygène qui se trouve dans votre liquide. Pendant la fermentation, hein, on va tout remplir ça, le pot, avec l'eau et tout ça, puis on va le mettre sur le comptoir pour fermenter pendant une semaine. Mais pendant la fermentation, pour contrôler la quantité d'oxygène dedans, dans le liquide, je l'ouvre chaque jour. Ce robinet-là, et je le fais couler dans un bassin. Puis ensuite, je reprends ce liquide-là, puis je le remets dedans. Okay? Et donc, on va ventiler, hein? On va mettre de l'oxygène, c'est un peu comme le bac à poissons. Là, Bon, là, on va passer à l'agencement du pot. Hein? Dites-vous que ce pot, il va rester sur votre comptoir pendant une semaine, peut-être 2 semaines, dépendant de la température de votre pièce. Et donc, si vous en faites, ben, faites un bel objet. Faites un objet qui est beau à regarder. On n'a pas beaucoup de couleurs cette fois-ci, mais quand on fait par exemple des légumes fermentés, on trouve du rouge, du vert, du jaune, c'est très beau. Maintenant, ça va être un petit peu plus pauvre en couleurs, mais on va le faire quand même, on va essayer quand même de le faire un peu plus beau. Donc, qu'est-ce que je fais d'habitude? Je commence par créer une couche d'aneth en dessous. Puis, tout de suite, là, je mets ma farine de maïs à l'intérieur. Donc, on a dit que ça, c'est comme la nourriture pour ces bibites qui font la fermentation. Et voilà, qui vont les favoriser. Je vais mettre un petit peu de réfort que donc j'ai coupé pour augmenter la surface de contact. On le coupe en petites lanières comme ça. Le réfort, c'est... si vous le goûtez après la fermentation, il sera vraiment... il goûtera plus le réfort. Et, bon, on va mettre un petit peu des graines. Les graines, on va aussi les mettre par-dessus après. Voilà, un petit peu de goût au fond. On peut jouer avec ça. Puis, on commence à mettre nos tomates. Peut-être accélérer.
Puis on fait des couches. Puis on fait des couches. De temps en temps, on s'arrête. Puis on fait des petites couches. Alors, comme j'ai dit, il faut prendre un petit soin esthétique à la chose parce que c'est un bel objet à regarder. Donc, c'est peut-être bon de mettre cette annette-là de façon à ce qu'on puisse la voir de l'extérieur. Voilà. Puis, peut-être on met quelques oignons ici et là. Un petit peu d'ail pour intercaler le goût. Puis encore un peu de réfort. Et on continue avec nos tomates. On a un piment fort ici. Il est peut-être mieux de le mettre au milieu. Pour que ça donne son fort à toute la masse de tomates. À ce stade-ci, je finis de mettre mon réfort, mes oignons, mon ail, puis on va mettre tous nos grains dedans. Ils vont se distribuer partout. Et étant donné que c'est pas suffisant, j'ai un autre pot de tomates pour finir mon pot. Voilà. Encore un petit peu d'ail. Puis je crois que ça va. Et voilà. Et par-dessus ça, on va mettre finalement la couvercle. Mais avant ça, j'ai préparé de l'eau ici, de l'eau avec du sel. Donc, je répète, 2 cuillères à soupe de sel par litre d'eau. C'est la concentration magique. Pour préparer l'eau, il faut la faire bouillir juste pour enlever les micro-organismes, les bibites qui pourraient se trouver dans l'eau. On la fait bouillir, puis on rajoute du sel dedans, puis on la fait refroidir. On la fait refroidir, bon, vraiment vous faites le test de bébé là, si ça brûle plus c'est bien, parce que il ne faut pas mettre de l'eau trop chaude sur nos tomates, sinon on tue les bactéries qui se trouvent sur leur peau, qui vont être responsables de la fermentation. Alors l'eau qu'on rajoute, elle doit être tiède ou bien froide. Cette eau-là, elle est déjà froide maintenant parce que ça fait plusieurs heures que je l'avais préparée. Il ne faut quand même pas le faire le lendemain parce qu'elle peut se repeupler par des bactéries. C'est pas un milieu stérile concret, mais il faut quand même prendre un petit peu soin parce que quand on part la fermentation, la concentration initiale de bactéries et les conditions environnementales font en sorte que il y a certaines populations qui se développent plus que d'autres. Et c'est ça qui va dicter le goût final de notre fermentation. Donc, pour avoir un bon goût, il faut que la fermentation lactique ne soit pas trop en compétition avec d'autres espèces de micro-organismes. Et voilà, c'est notre pot. Donc on va mettre ça sur le comptoir pendant 1 semaine à 2 semaines. Et chaque jour, ou chaque 2 jours, si vous n'avez pas le temps chaque jour, on le vide à moitié à peu près. Puis on le met on verse dans un pot. On l'ouvre, on le remet dedans. Donc on fait ventiler notre jus. Il va changer la couleur. Je vais partager quelques photos. Il va changer la couleur. Il va devenir un peu plus opaque, un peu plus jaune comme couleur. Et le test final, après certains jours de fermentation, vous prenez une tomate, vous la coupez en 2. Vous la goûtez. Si vous êtes correct avec ça. Si elle a un goût aigre, et si elle commence à être translucide à l'intérieur, ben là ça veut dire que votre tomate elle est prête. Vous arrêtez la fermentation et vous mettez le tout au frigo ou dans une pièce froide. Ça peut se garder pendant des mois, pendant 4-5 mois. Vous pouvez l'avoir jusqu'au printemps. Manger des belles tomates
verte, fermentée, recette roumaine ancestrale qu'on appelle, encore une fois, gogonele. Merci.